Voilà, je laisse la parole tout de suite à Martin Barnier. Je suis très heureux de l'accueillir et je le remercie très chaleureusement au nom de l'école de participer à ces rencontres. Bien, donc le mot virtuel semble apparaître de façon récurrente au cours des années 2010 et puis actuellement aussi beaucoup pour attirer des spectateurs, des entreprises avides de nouveautés dans le domaine de l'image. Chaque institution liée au cinéma veut prouver sa modernité en organisant un festival de réalité virtuelle. Depuis 2014, le Festival de Cannes a un espace dédié à l'innovation et à la réalité virtuelle au sein du marché du film. Donc je précise que moi je suis historien du cinéma, je viens de cette histoire de la longue lignée qui continue aujourd'hui, donc des images animées, et donc je ne suis pas spécialiste ni d'architecture, ni réellement, comme par exemple Philippe Fuchs, de réalité virtuelle. Mais j'essaye de voir donc de façon perspective, un petit peu comme Laurent l'a fait juste avant, une archéologie des médias. La réalité virtuelle serait le futur marché du cinéma, comme le sous-entend par exemple la lettre du CNC de février 2018 qui consacrait un dossier à la réalité virtuelle et le cinéma. Et un salon professionnel de technologie immersive, Laval Virtual, a déjà 20 ans d'existence, même un peu plus maintenant, 21 ans, à Laval, en Mayenne. Dans ce salon qui se décline également en Chine, on peut écouter plus de 150 conférenciers, rencontrer 330 entreprises en 2018. Unifrance Film, l'institution chargée de diffuser le cinéma français internationalement, s'est associée à la chaîne de télévision Arte pour créer un festival VR en mars 2018. Voilà, donc on voit toute cette, disons, idée qu'il faudrait, pour la continuation du spectaculaire, mais aussi pour des aspects pédagogiques, mais aussi ludiques, thérapeutiques, médicaux, scientifiques, industriels, que le nouveau mot d'ordre soit « immergeons-nous ». Cette volonté d'immersion est-elle réellement nouvelle? On peut observer des dispositifs très nombreux et anciens qui veulent faire ressentir une immersion dans un monde virtuel. Donc, nous utilisons le terme monde virtuel pour éviter la confusion d'appellation réalité virtuelle, car il n'y a pas forcément d'interaction entre le spectateur et l'environnement qu'il regarde. Les casques et autres moyens de montrer des images en stéréoscopie ou à 360 degrés ne sont pas forcément des réalités virtuelles. Ce sont des mondes, des univers virtuellement créés dans lesquels on peut donc observer des éléments, écouter, et il n'y a pas forcément d'interaction. Alors, parfois, des courts-films donnent des sensations de présence. Les mouvements de tête dans un casque de réalité virtuelle peuvent changer le déroulement de la narration. Un court-métrage de James Spiney et Peter Middleton donne la possibilité d'entendre des enregistrements audio d'un philosophe anglais. Laurent en a parlé juste avant. Cela s'appelle Notes on Blindness. Into Darkness. Donc, c'était recevoir les sensations de quelqu'un qui devenait progressivement aveugle et qui avait enregistré ces sensations sur magnétophone. La réalité virtuelle a pour mission de stimuler nos organes sensoriels, la vision, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, extéroceptifs, ou les organes proprioceptifs qui permettent la localisation spatiale, l'équilibre, les mouvements, les déplacements. Là, je cite Philippe Fuchs qui développera ces aspects dans son intervention. Et donc, pour moi, avoir ce regard à 360, on en a parlé juste avant, c'est comme regarder un panorama. Donc là, je donne une image d'une rotonde en panorama, celle de Robert Barker de 1792, qui représentait la flotte royale en Angleterre. En 1794, il construit un bâtiment spécial à Leicester Square pour présenter ses toiles. Les spectateurs montent un escalier, se retrouvent au centre d'une vaste rotonde pour contempler un paysage à 360 degrés. Lors de l'inauguration en mai 1794, la famille royale d'Angleterre visite la rotonde. La princesse Charlotte déclare ressentir le mal de mer en se voyant entourée de tous les navires de la flotte anglaise. La plateforme prenait l'apparence d'un pont d'une frégate afin d'immerger le spectateur dans la rade de Spithead. Donc, on a même une sensation
qui s'est dégagée pour quelqu'un, une des jeunes filles de la famille royale qui observait. Assez vite, au cours du 19e siècle, les panoramas sont perfectionnés et on aura ensuite ce qu'on va appeler des parcours scéniques. Je suis toujours dans l'introduction, ou parcours spectacle, ou expo parcours, walkthrough, dark ride en anglais, qui donc, à mon avis, sont une sorte de continuation de cette manière de faire ressentir un monde virtuel aux spectateurs. Des reconstitutions de mouvements, de lieux, de véhicules qui ballottent, surprennent les spectateurs, se poursuivent aujourd'hui avec la 4DX dans les salles de cinéma. La société Pathé Gaumont a ouvert 40 salles déjà en France à la date de février 2020. Pour la 4DX, on peut parler de ride, c'est-à-dire une expérience en parcours spectacle, même si on ne bouge pas de son siège, mais c'est un siège qui bouge. Tous les éléments sensorimoteurs chargés de faire ressentir le déplacement, les sauts, les coups, la pluie, les odeurs, sont convoqués, comme depuis le 19e siècle. La puissance du virtuel serait-elle donc une sorte d'éternel recommencement? Alors, je reviens rapidement sur l'immersion dans les panoramas. Les panoramas sont une des premières approches pour créer un monde virtuel dans lequel le spectateur peut se déplacer. Depuis la fin du XVIIIe siècle, on peut marcher sur une plateforme, tourner la tête pour observer le paysage à 360 degrés. Entrer dans la rotonde d'un panorama, c'est basculer dans un univers virtuel. C'était le désir du créateur Robert Baker en 1794, donc dans les premières rotondes construites. L'idée reste la même pour les sociétés fabricant des lieux virtuels, comme par exemple les studios Atlas, qui décrivent dans la lettre du CNC, Atlas V est un studio, ou Atlas 5, je ne sais pas, est un studio de création, non, plutôt V, est un studio de création d'expériences immersives. Pour nous, l'immersion n'est pas seulement une technologie, mais plutôt la promesse faite à l'utilisateur de l'emmener dans un monde nouveau. Enfin, il y a cette idée donc de monde nouveau, de monde virtuel, d'exotisme sans vraiment bouger, qui est présente dans les coupoles de panorama, par exemple ici à Paris, en 1802. Et le succès ne se dément pas, comme en Angleterre, et va se répandre partout dans le monde. Alors j'ai trouvé un exemple avec ce manga japonais. Les panoramas sont développés donc tout au cours du 19e siècle et au début du 20e siècle. Dans le manga L'île Panorama, je devrais le mettre en italique, c'est le nom de cette adaptation en bande dessinée d'un roman. Un personnage parle de la popularité des panoramas au Japon et il explique le phénomène en disant justement, comme ça avait été souligné tout à l'heure, on passe par un endroit complètement noir et ensuite on se retrouve déplacé. Donc on est à l'intérieur d'une rotonde et c'était très populaire au Japon, avec donc ici la reproduction de la conquête de la Mandchourie par le Japon en 1931. Et il y a un dessin très précis du mangaka qui permet de voir comment le dispositif était placé, avec des silhouettes de personnages, des éléments donc qui se détachent du fond pour permettre de donner la sensation d'avoir également du relief et une perspective élargie. Mais je vais donner d'autres exemples en dehors des panoramas, comme par exemple le diorama, qui est une technique de variation lumineuse qui permet, avec une machinerie à base de volets ouvrants, créée par Louis Daguerre, donc plus tard connu par le daguerréotype, pour le daguerréotype, et puis Charles-Marie Bouton, peintre de décor. Le diorama crée donc, à partir de 1822, l'impression d'un paysage en train de se modifier. On passe du jour à la nuit et les sensations des observateurs sont stimulées par la modification de la lumière. En 1874, on peut lire la surprise de l'assistance du diorama qui est retranscrit dans le livre Les merveilles de la photographie. Ce qui excitait surtout l'étonnement des spectateurs, c'était le changement graduel des scènes qui semblaient pour ainsi dire se fondre les unes dans les autres pour se succéder sans interruption appréciable. Tout Paris voulut voir le diorama de Daguerre. Tout Paris applaudit à ces beaux tableaux de la vallée de Sarnenne, du tombeau de Charles X à Holyrood, de la basilique de Saint-Pierre. Les effets produits par les toiles du diorama étaient aussi beaux du point de vue de l'art qu'ils étaient curieux comme changement à vue.
Donc le changement, en fait, c'est que comme il y a une lumière qui varie, eh bien, la toile étant peinte des deux côtés, on va voir plutôt un côté ou plutôt l'autre, et il y a une variation du temps, comme si on passait du jour à la nuit, par exemple. Autre travail pour donner cette impression de variation, de transformation du temps et d'immersion plus grande à l'intérieur des panoramas, l'utilisation de photographies, comme le fait Philippe Otto, pour peindre de façon très très précise le décor. Là, Philippe Otto est un Français qui est parti à Chicago pour représenter la bataille de Gettysburg et qui s'est inspiré de photographies, et il a fait un relevé minutieux du terrain de Gettysburg pour représenter cette peinture à 360 degrés. Et il a rajouté des personnages, objets réels, des silhouettes qui ont permis donc de donner encore plus l'illusion d'être présent, des arbustes et des silhouettes. Et puis, on en a parlé juste avant, on a des bateaux qui sont pas mal utilisés pour avoir cette sensation d'immersion plus forte. À l'exposition universelle de 1889, celle de la Tour Eiffel, la Compagnie Générale Transatlantique reproduit le vaisseau La Touraine au centre d'un cyclorama. Un peu plus tard, on a un panorama qui reconstitue le navire Le Vengeur et une bataille là aussi. Et donc, il y a tout un système mécanique qui permet d'être sur le bateau en quasi taille réelle et de sentir le bateau bouger. Et donc, on a la volonté de plonger le spectateur, dans la véritable bataille avec les mouvements du Vengeur. C'était le rappel d'une bataille de 1794. On constate un acharnement des ingénieurs de la fin du XIXe siècle à mettre au point des univers virtuels qui stimulent tous les sens. Une étape décisive semble arriver avec la grande exposition universelle de 1900 à Paris. Donc là, on a une multiplication des réalités virtuelles lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. On peut remarquer ce globe ici au premier plan, pas loin de la Tour Eiffel. L'architecte Albert Galeron prévoit un globe céleste et le géographe Élisée Reclus un globe terrestre géant qui devait faire 200 mètres de haut. Seul le projet du globe céleste, et non pas terrestre, est retenu, donc celui de Galeron. Un article de la revue L'Espace géographique précise, alors ici, Galeron réalisa son fameux globe céleste installé au quai Branly. Ce globe de 46 mètres de diamètre, 144 mètres de tour, était décoré sur la surface externe de peintures représentant les constellations. À l'intérieur, une deuxième sphère creuse de 8 mètres de diamètre, voilà, j'ai inversé un peu intérieur-extérieur, dans laquelle une centaine de spectateurs pouvaient prendre place, reproduisait les mouvements de la Terre et le spectacle des révolutions planétaires. Alors, dans la sphère, Galeron avait prévu de faire un panorama universel par projection stéréoscopique. Alors ça, je ne sais pas tous les détails de ce qui a pu être fait réellement dans ce globe. Voilà donc le quartier des Ramas à l'exposition universelle de 1900, puisque on voit à la fois le Maréorama, le grand globe céleste, et donc le panorama transatlantique. Donc 3 mondes virtuels qui cohabitent dans cette exposition. Et en plus des trottoirs roulants, on sait, dans l'exposition universelle de 1900, on a également à un autre endroit un écran géant organisé par les Frères Lumière qui pouvait être vu par 15 000 spectateurs, 7 500 de chaque côté de l'écran. Et donc, on a beaucoup d'éléments caractérisés par le gigantisme. On va donc voir maintenant le fameux Maréorama d'Hugo d'Alesi. C'est un peintre d'affiches qui était connu aussi pour faire les peintures dans les gares, notamment à la gare de Lyon à Paris. Il y a encore des peintures d'Hugo d'Alesi. Dans le bâtiment, les spectateurs montent sur le pont d'un bateau de 50 mètres de long. Le public sur la passerelle du bateau reçoit de l'écume, entend la sirène, les cris des matelots, sent le tangage et le roulis,
et voit changer les couleurs du ciel. Donc, on voit ici toute la machinerie très perfectionnée pour, sur vélin hydraulique, faire bouger le bateau dans tous les sens, hein, d'avant à l'arrière et sur les côtés, effectivement, bâbord, tribord. Et puis, on a une immense toile peinte qui est enroulée et qui va se dérouler et s'enrouler tout au fur et à mesure de la session où les spectateurs sont montés sur le pont du bateau. Et les passagers donc peuvent apprécier le décor tout autour d'eux. Ils peuvent également manger sur un des ponts du bateau. Voilà, donc on a une sorte de reconstitution d'un monde virtuel complet. On voit que ça s'approche hein, des travaux qui sont faits actuellement. Dans un autre bâtiment un peu plus loin, on a le panorama du chemin de fer transsibérien par la compagnie des wagons-lits. Elle aussi, elle met en place des machines trépidantes et on est comme dans des wagons et on a des paysages qui se déplacent sur le côté. Le panorama du chemin de fer transsibérien, je cite, exposé par la compagnie des wagons-lits, tandis que les wagons animés d'un mouvement de trépidation destiné à augmenter l'illusion demeurent immobiles, une toile sans fin, peinte d'après nature par les maîtres décorateurs Jambon et Bailly, se déroule sous les yeux des spectateurs. Par les larges portières, le voyageur voit défiler devant lui le panorama d'un paysage aux vastes étendues, aux larges fleuves, aux lacs immenses, aux épaisses forêts de sapins. Voilà, donc on a des effets de profondeur qui sont voulus, différents niveaux de peinture, un petit peu comme quand on a des films 3D qui disposent de plusieurs plans de vision pour augmenter la perception de la profondeur de champ. Alors cela a inspiré, ça a été dit juste avant, un pompier de Saint-Louis qui s'appelait Health, donc qui a créé le Health Tour à partir de 1904 à la foire de Saint-Louis et donc qui reprenait l'idée de mettre donc quelqu'un sur le pare-bœuf d'une locomotive pour filmer des paysages et ensuite on montait. Alors ça a été repris dans plein d'endroits, hein. Il y a eu un moment où il y avait 50 Health Tours qui étaient dans toutes les foires et expositions aux États-Unis. Et donc on rentrait dans un faux wagon et le wagon reproduisait les trépidations d'un véritable chemin de fer et on pouvait voir comme ceci des paysages à une époque où tout le monde ne pouvait pas se payer un chemin de fer. Mais sans doute que la plus spectaculaire des attractions de la foire Exposition 1900, c'est le cinéorama de Grimois-Sanson. Les problèmes techniques, les conditions de sécurité délicates ont entraîné la fermeture du voyage en ballon après une seule représentation, d'après ce que j'ai trouvé dans un article de la revue L'Aérophile, revue mensuelle illustrée de l'aéronautique de janvier 1900. On explique le ballon cinéorama qui va vous enlever est celui qui est parti des Tuileries il y a quelques semaines. Il va vous conduire dans les grandes villes du monde. Vous verrez les scènes les plus curieuses de la vie de chaque peuple. Tenez-vous bien, nous allons partir. Mais le journaliste explique alors commence un bruit épouvantable comparable à celui de la machinerie d'un bateau à vapeur. Je distingue vaguement dans la nuit sous la nacelle une grande caisse polygonale avec une dizaine d'ouvertures d'où doivent fuser les projections cinématographiques. Mais la projection n'a pas fonctionné correctement. 10 images doivent théoriquement se réunir en une seule pour constituer une vue panoramique. Malheureusement, il n'en est rien. Aucune n'est à la même hauteur que sa voisine. Ça danse terriblement. Les terrasses des Tuileries semblent escalader le ciel, tandis que la tour Eiffel rentre sous terre. Nouveau coup de sifflet. Les bandes cinématographiques se déroulent avec des vitesses différentes. D'autres se déchirent. Alors commence la vision la plus vraie que l'on puisse rêver du chaos. Donc, il y avait bien l'idée de projeter des images à 360 degrés, images en mouvement. Mais en fait, les projecteurs ont trop chauffé et elles n'étaient pas bien synchronisées et donc ça n'a pas fonctionné plus qu'une fois. Ensuite, les pompiers ont arrêté cette attraction coûteuse. Et d'ailleurs, toutes les attractions très coûteuses qu'on vient de voir de l'exposition universelle 1900 ne semblent pas être rentrées dans leurs frais. Par contre, aux États-Unis, on a des entrepreneurs qui ont réussi, semble-t-il, à s'enrichir avec des attractions un petit peu du même type. On va voir ici l'entrée d'une de ces attractions à l'exposition panaméricaine de Buffalo. Alors, donc premier parc d'attractions avec des éclaboussures, le parc d'attractions avec Ride, Water Shoot,
le Sea Lion Park entre 1895 et 1903, où on a l'impression d'être dans un bateau et là on reçoit de l'eau en arrivant dans un lagon. Il y a des montagnes russes qui donnent le vertige sur le Grand 8, et donc on a à peu près les effets recherchés par les spectateurs dans les salles 4DX aujourd'hui, avec les sièges qui bougent, les brumisateurs, voilà. On a donc le Luna Park qui va remplacer le Sea Lion Park à Coney Island, donc à New York. Le Luna Park, donc le nom qui est donné à partir d'une des attractions, un dark ride, un parcours dans le noir, qu'on traduit par parcours scénique, novateur, qui avait été créé pour l'exposition universelle de 1901. Donc ce fameux parcours novateur, le voilà, c'est A Trip to the Moon. Ce titre peut vous dire quelque chose. Alors, on a vu que Marc Caro avait repris l'idée, mais il y a bien sûr entre les deux Méliès qui semble s'être inspiré fortement de cette attraction de l'exposition panaméricaine de Buffalo en 1901, même s'il n'y est pas allé, mais le dispositif était expliqué et il y avait de nombreuses images dans les revues à l'époque. Donc, A Trip to the Moon, un voyage dans la Lune ou vers la Lune, cette attraction veut donner la sensation aux spectateurs qu'ils embarquent pour la Lune dans un vaisseau spatial. Le vaisseau spatial remue, décolle en battant des ailes, les passagers voient les nuages flotter, puis ils voient s'éloigner la ville de Buffalo, donc c'est un système de maquette, puis ils voient s'éloigner la planète Terre. Le vaisseau passe à travers un spectaculaire orage électrique, puis se pose dans un cratère lunaire. Alors, les passagers débarquent et sont guidés par les sélénites à travers les grottes. Et ils vont arriver jusqu'à un magasin de souvenirs. Hein, ça, c'est très important. Et donc, ça permet évidemment de rentabiliser cette attraction. Voilà donc quelques sélénites. Il s'agissait du premier parcours scénique avec système mécanique électrique. Plus de 400 000 visiteurs ont emprunté ce vaisseau spatial pour visiter cette lune virtuelle. Ce Dark Ride fut ensuite installé à Luna Park à Coney Island, à New York, et donna donc son nom au fameux parc d'attractions. On a d'autres exemples à l'exposition universelle de Buffalo, notamment le wagon trépidant qui permet d'arriver jusqu'à la Genèse. Dans la foire exposition ensuite de Saint-Louis en 1904, on trouve un wagon et alors voilà, la création du monde selon la Genèse, qui est présentée donc à Saint-Louis en 1904 par Henri Rolter. C'était un prestidigitateur comme Méliès. Rolter place ses visiteurs sur un bateau. C'est pas un wagon, c'est un petit bateau qui s'éloigne d'une cascade, qui longe un canal sinueux sur 300 mètres. On découvre les créations de la nature en toile peinte et en volume. On marche dans une grotte qui tangue. Différents panoramas des civilisations sont montrés quand les barques arrivent dans un lagon à ciel ouvert. Sous la coupole centrale, dans un spectacle total, là je cite des descriptions de l'époque, avec orgue, projection lumineuse, des tonnes d'eau, des acteurs, un cyclorama mécanisé qui présente le récit biblique de la Genèse, du chaos original jusqu'à Adam et Ève. C'est l'apogée de la visite, le succès. Près de 10 000 personnes empruntent ce circuit chaque jour et qui fait la fortune de Rolter, donc qui est le créateur de ce parcours. Ce succès de la foire exposition de Saint-Louis, ce parcours ensuite est installé dans le Dreamland, un concurrent de Luna Park à Coney Island à New York en 1905. Dans cet immense parc d'attractions, on fait également ressentir aux spectateurs le frisson de voir des personnes piégées dans un hôtel. Donc là, immersion dans une fausse ville, et il y a intervention des pompiers pour sauver des gens qui sont obligés de sauter depuis la façade. Et donc, vous voyez qu'il y a des véritables flammes, on arrose chaque fois l'incendie et on voit que ça devient de plus en plus perfectionné. Autre exemple, en fait, non, j'avais juste un autre exemple, mais dont je n'ai pas d'image, c'est une adaptation de 20 000 lieues sous les mers
avec donc la sensation de se promener sous l'eau. Et voilà, on emmène donc les publics dans des lieux imaginaires. Alors, pour la suite des mondes virtuels, ici, on se déplace à Paris et on avait Magic City, qui est un parc qui fonctionna en permanence à Paris entre 1900 et 1934. Il fut détruit en 1942 par les Allemands et qui transforma cet endroit en studio de télévision, plus tard connu sous le nom de studio Cognac-Jay, voilà. Magic City, donc sur le quai d'Orsay en face du pont de l'Alma, était le premier parc à thème en France. On retrouve un chemin de fer panoramique qui permet de plonger dans un monde virtuel, le Scenic Railway, qui traverse des rochers en carton-pâte, qui est doublé d'un voyage en gondole vénitienne. On va voir ici les deux en même temps. Il s'agit de faire ressentir des sensations variées, des émotions fortes, des mouvements, secousses, ballottements, des images dantesques, des formes étranges, une histoire qui se déroule sous les yeux des spectateurs ébahis. La soif de découverte d'univers enchanté ne s'est donc jamais tarie depuis le 19e siècle. Autre exemple, ensuite, j'avance dans les années 20 et 30, les expos universelles vont prendre aussi des formes de voyage, train mécanisé qui se développent à partir de 1928. New York 1939, on a le Futurama, un gigantesque parcours scénique établi par General Motors et dans lequel on pouvait voir des films en relief. Et puis un petit train automatique avec escalier mobile le plus long du monde en 1967 qui permet de voir, de visiter l'exposition universelle de 1967, Expo 67 de Montréal, avec la fameuse sphère de l'architecte Buckminster Fuller. Alors, j'accélère un peu pour montrer comment on reprend l'idée des panoramas liés au cinéma, notamment le Cinérama en 1952. Donc, on va avoir chaque fois la volonté de jouer avec la proprioception du spectateur pour le faire ressentir qu'il est dans l'image. Et donc là, on a 3 projecteurs simultanément pour pouvoir suivre sur un écran semi-sphérique les évolutions. Alors, donc, il y a des bateaux qui vont à toute vitesse, il y a des wagons qui défilent dans un grand 8 et qui donnent des sensations fortes. Et chaque fois, regardez les slogans, entrez et vivez dans l'image du film. Le Cinérama, donc là, qui vient en France, et donc on a une petite image de ce grand 8. Exotisme, sensation forte. On a l'impression d'être dans un opéra ou d'être sur la place Saint-Marc. Et donc tous ces films faits exprès veulent immerger le spectateur. Et on a immédiatement la réplique en URSS en 1956, puisqu'on est en pleine guerre froide. Et donc là, on va faire encore mieux, puisqu'on va reprendre l'idée qui a été développée par les Lumières, et aussi ensuite par Grimoin-Sanson, enfin non, plutôt au même moment, dans les débuts des années 1900, avec un kinopanorama qui réussit à faire des projections. Et là, ça marche à 360 degrés. Donc, on voit qu'on a l'immersion dans les années 50, dans des images qui entourent les spectateurs, donc par exemple ici à Moscou, mais aussi cette idée d'être immergé dans l'image et dans le son, elle se développe à partir de fin 1952. Tous les studios aux États-Unis font des films en 3 dimensions. Le mot 3D, il vient de là. C'est ici qu'on a commencé à utiliser le terme 3D, 3D, avec non seulement donc la sensation que des personnages sortent de l'écran et viennent dans la salle et que le spectateur est presque au contact de ces personnages, comme ici pour House of Wax, mais aussi avec un son stéréophonique. Donc on est englobé, immergé dans du son. Alors cette volonté d'immersion dans le son, et même si ici il y a plus donc surtout dans les affiches, des éléments qui semblent sortir de l'écran, mais c'est quand même qui viennent jusqu'à vous, explique l'affiche, mais c'est quand même une idée d'immersion avec notamment cet ajout du son stéréophonique qui sera cher et qui sera abandonné et qui ne reviendra que dans les années 1970 avec les blockbusters qu'on connaît. Ici, par exemple, on propose dans ce Western Arena
de vivre dangereusement dans un grand film de romance en extérieur produit par la MGM. Donc là, on a de nouveau le Grand 8 qui arrive pour Man in the Dark, et puis donc des extraterrestres qui débarquent en 3 dimensions pour It Came from Outer Space. Mais dans les années 2010, au moment d'un grand retour, il y a eu d'autres moments, hein, j'ai développé ça dans mon livre sur le cinéma 3D, mais il y a donc depuis 2009 et le numérique en projection et le succès d'Avatar, de nombreux films qui promettent de faire vivre des sensations fortes et de se retrouver donc au milieu des batailles de Resident Evil ou bien au milieu des piranhas en 3D dans un fleuve Amazon, ou bien des sensations parfois un peu plus subtiles que des sensations fortes, comme être au milieu de la grotte Chauvet ou avec Pina dans des chorégraphies de Pina Bausch. Alors, en conclusion, puisque j'arrive à la fin du temps qui m'est imparti, la caractéristique de ces expos parcours est de nous emmener dans une histoire racontée en 3 dimensions, stimulant tous les sens ou presque. L'immersion utilise chaque fois les dernières technologies, qui sont souvent des idées très anciennes. Les effets visuels sont juste améliorés par des changements de support ou de technique, comme depuis les années 2000 avec le numérique. On note une véritable synergie des médias au sein des univers virtuels inventés depuis le 19e siècle. Par exemple, les environnements créés par les artistes numériques, on a une image ici, Adrien M et Claire B, qui pourraient être qualifiés de voyages virtuels. Ils créent des petits mondes virtuels, souvent amusants, ludiques, de réalité augmentée. En décembre 2017 à Lyon, le spectateur déambule avec des tablettes à la main devant des œuvres. Il découvre des courtes animations qui semblent en relief, parfois utilisant la vieille technique du Paper's Ghost, qui existe depuis les années 1850. Dans chacun des cas cités, le public est transporté, j'avais montré auparavant, et les fictions virtuelles de déplacement donnent la sensation du mouvement, comme en 2019, certaines salles de cinéma en 4DX, les films en 360 ou les déplacements avec des casques de réalité virtuelle. Il y a donc pour moi une forte continuité avec les procédés depuis les panoramas du 19e siècle jusqu'au parc à thème du 21e siècle et aux divers casques, lunettes, tablettes de réalité augmentée. Pour comprendre l'engouement pour la réalité virtuelle, il nous faut faire l'archéologie des médias comme Erkki Huhtamo, un collègue finlandais. Nous constatons que les arts forains, les machineries pédagogiques depuis la fin du XVIIIe siècle, ont mis en place un ensemble de processus, de stimuli qui emportent le public dans un monde artificiel. Là, je mets l'exemple de Camera Insabbiata, la chambre ensablée de Laurie Anderson et Wang Xin, désolé pour le mandarin. L'embrasement global des sens est recherché par le spectateur des parcours scéniques depuis la fin du 19e siècle, par l'observateur placé sur un panorama mouvant, maréorama, ou dans une salle 4DX. Chaque fois, un monde virtuel se met en mouvement, provoque des émotions qui sont résultats des états de conscience provoqués par divers stimuli. Tous ces procédés que nous venons d'étudier cherchent à provoquer des réactions affectives de grande intensité. Nous avons observé dans des ouvrages récents les 3D induits par le cinéma stéréoscopique, les effets de chute, de vol, de vortex. C'est donc dans mon bouquin sur le cinéma 3D où j'essayais de voir comment ces effets pouvaient être créés avec le cinéma stéréoscopique. Les médias stéréoscopiques se sont multipliés depuis la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Des millions de vues stéréo étaient vendues au moment où des millions de personnes se pressaient dans les expositions universelles. Donc ici, à l'exposition de la Biennale de Venise en 2017, on a un monde virtuel dans lequel il faut que les spectateurs bougent pour créer des choses. Et donc, ça incite à la création. Et donc, pour terminer, il faut dire que il y a aussi l'utilisation, je dirais, purement commerciale de la sensation d'univers virtuel, peut-être pour vendre un appartement. Voilà, et je termine. Merci pour votre attention.